Imaginez la scène. Nous sommes en septembre 1326, sur une plage des côtes du Suffolk, dans l'est de l'Angleterre. La nuit est tombée, mais l'obscurité est trouée par les torchers de centaines de soldats qui débarquent de leur navire. À leur tête, une femme de 31 ans, vêtue d'une armure par-dessus ses robes royales, l'épée au côté. Ses yeux, dit-on bleus comme les fleurs de lys de sa maison natale, balaient la côte anglaise avec une intensité qui fait frémir ses compagnons. Cette femme est Isabelle de France, reine d'Angleterre, épouse du roi Édouard II. Et elle vient de commettre un acte sans précédent dans l'histoire médiévale, elle a levé une armée étrangère pour envahir son propre royaume et renverser son propre mari. À ses côtés se tient Roger Mortimer, baron anglais exilé, guerrier expérimenté, et depuis 2 ans, son amant. Derrière eux, environ 1500 mercenaires du Hainaut, des chevaliers flamands, des exilés anglais qui ont fui la tyrannie du roi. C'est une force minuscule comparée aux armées que le roi peut théoriquement lever. Mais Isabelle sait quelque chose que les stratèges conventionnels ignorent. L'Angleterre déteste son mari presque autant qu'elle. En moins de 2 mois, cette petite armée va balayer toute résistance. Le roi va fuir, être capturé, forcé d'abdiquer, puis mourir dans des circonstances si horribles que les chroniqueurs hésiteront à les décrire. Les favoris du roi, les hommes qui ont humilié Isabelle pendant des années, seront exécutés de manière atrocement inventive. Et Isabelle elle-même gouvernera l'Angleterre comme régente, la femme la plus puissante d'Europe, jusqu'à ce que son propre fils se retourne contre elle. C'est l'histoire d'une vengeance royale, d'une femme poussée au-delà de toute limite par des années d'humiliation et de mépris. C'est l'histoire d'une épouse devenue conquérante, d'une mère devenue régicide, d'une reine que ses ennemis ont surnommée la Louve de France. Et c'est l'une des histoires les plus extraordinaires et les plus méconnues du Moyen-Âge européen. Avant de plonger dans cette saga de passion, de politique et de vengeance, si vous appréciez ce genre de récit sur les destins exceptionnels de l'histoire, prenez un instant pour vous abonner et laissez un pouce bleu. Chaque abonnement aide la chaîne à continuer de déterrer ces vies extraordinaires que les manuels scolaires réduisent trop souvent à quelques lignes. Et laissez-moi un commentaire pour me dire d'où vous regardez cette vidéo. C'est toujours fascinant de voir que nous explorons ensemble ces destins anciens depuis les 4 coins du monde. L'histoire d'Isabelle de France a été racontée de nombreuses manières au fil des siècles. Pour ses ennemis médiévaux, elle était un monstre, une femme dénaturée qui avait trahi son mari et peut-être ordonné son meurtre. Pour les historiens victoriens, elle était une adultère et une intrigante, un exemple des dangers de laisser les femmes s'approcher du pouvoir. Pour certains auteurs modernes, elle est devenue une héroïne féministe avant l'heure, une femme qui a refusé d'accepter son sort et s'est battue pour sa dignité. La vérité, comme toujours, est plus complexe que ces caricatures. Isabelle était une femme de son temps, avec les valeurs et les limites de son époque. Elle était aussi une personnalité exceptionnelle, capable de patience et de violence, de diplomatie et de brutalité, d'amour passionné et de haine implacable. Elle a été victime et bourreau, héroïne et criminelle, mère aimante et régente impitoyable. Pour comprendre comment cette princesse française est devenue la louve qui a dévoré un roi d'Angleterre, nous devons remonter au commencement, à une enfance dorée dans les palais de Philippe le Bel, le roi de fer qui régnait sur la France au tournant du XIVe siècle. Isabelle de France est née vers 1295, probablement à Paris, dans les appartements royaux du palais de la Cité. Elle était la fille de Philippe IV, dit le Bel, roi de France, et de Jeanne de Navarre, reine de Navarre de son propre droit. Dès sa naissance, elle était l'une des princesses les plus précieuses d'Europe, un atout diplomatique que son père utiliserait pour forger des alliances cruciales. Son père, Philippe le Bel, était l'un des monarques les plus puissants et les plus redoutés de son époque. Grand, beau, glacial, il régnait sur la France avec une main de fer, brisant tous ceux qui osaient contester son autorité. Les Templiers, l'ordre militaire le plus riche de la chrétienté, avaient été anéantis sur son ordre. Le pape Boniface VIII, qui avait osé le défier, était mort après avoir été humilié par les agents de Philippe. Même la papauté elle-même avait été forcée de quitter Rome pour s'installer à Avignon, sous la surveillance étroite du roi de France. Grandir à la cour de Philippe le Bel, c'était grandir dans une atmosphère de pouvoir absolu, d'intrigue constante et de violence calculée. Isabelle a appris très jeune que le monde était un lieu dangereux où seuls les plus forts et les plus rusés survivaient. Ces leçons allaient lui servir plus tard, quand elle devrait lutter pour sa survie contre des ennemis tout aussi impitoyables que son père. Isabelle avait 3 frères, Louis, Philippe et Charles, qui régneraient tous successivement sur la France. Elle avait probablement aussi une sœur, Marguerite, bien que les sources soient confuses sur ce point. Elle a reçu l'éducation raffinée réservée aux princesses royales. Lecture, écriture, latin, musique, broderie, et surtout, l'art de la diplomatie et de la manipulation qui faisait partie intégrante de la survie à la cour. Les chroniqueurs de l'époque la décrivent comme belle, intelligente et cultivée. Elle avait hérité de la beauté légendaire de son père, ainsi que, semble-t-il, de son caractère inflexible. Mais contrairement à Philippe,
qui pouvait se permettre de montrer ouvertement sa puissance, Isabelle devait apprendre à dissimuler, à attendre, à sourire quand elle voulait frapper. Dès son plus jeune âge, Isabelle a été promise en mariage à Édouard de Caernarfon, prince de Galles et héritier du trône d'Angleterre. Ce mariage était le fruit de longues négociations diplomatiques entre la France et l'Angleterre, deux royaumes qui s'affrontaient régulièrement pour le contrôle de la Gascogne, cette riche province du sud-ouest de la France que les rois anglais possédaient en fief. Le mariage devait sceller une alliance de paix et créer des liens dynastiques entre les deux couronnes. Pour Philippe le Bel, c'était l'opportunité de placer sa fille sur l'un des trônes les plus prestigieux d'Europe. Pour le roi anglais Édouard Ier, c'était une manière de garantir la paix avec son puissant voisin français et de consolider ses possessions continentales. Les fiançailles ont été célébrées en 1299, quand Isabelle n'avait que 4 ans environ. Mais le mariage lui-même a été retardé pendant des années, en partie à cause des négociations diplomatiques interminables, en partie à cause de la jeunesse extrême de la fiancée. Ce n'est qu'en janvier 1308, quand Isabelle avait environ 12 ans, que le mariage a finalement eu lieu. Entre-temps, le monde avait changé. Édouard Ier, le redoutable roi anglais surnommé le marteau des Écossais, était mort en 1307. Son fils, le fiancé d'Isabelle, était devenu Édouard II. Et ce nouveau roi allait se révéler être un homme très différent de son père, pour le meilleur et pour le pire. Édouard II avait 23 ans quand il a épousé Isabelle à Boulogne-sur-Mer en janvier 1308. C'était un homme grand et beau, athlétique et physiquement impressionnant. Mais là s'arrêtaient les ressemblances avec son père guerrier. Édouard II détestait la guerre et préférait les travaux manuels, comme le jardinage et l'artisanat. Il aimait la compagnie des gens du commun plus que celle des nobles. Et surtout, il avait une tendance marquée à développer des attachements intenses et exclusifs envers des favoris masculins, des attachements qui allaient empoisonner tout son règne. Le mariage a été célébré avec la pompe appropriée pour l'union de deux des plus grandes maisons royales d'Europe. Isabelle, malgré son jeune âge, a joué son rôle avec la dignité qu'on attendait d'une fille de Philippe le Bel. Mais dès les premiers jours du mariage, des signes inquiétants sont apparus. Le principal problème s'appelait Pierre Gaveston. Ce jeune noble gascon avait été le compagnon d'enfance d'Édouard et était devenu, au fil des années, bien plus qu'un ami. La nature exacte de leur relation fait encore débat parmi les historiens. Était-ce une amitié intense dans le style médiéval? Une relation homosexuelle? Un lien fraternel exacerbé? Les sources ne permettent pas de trancher définitivement. Ce qui est certain, c'est qu'Édouard était obsédé par Gaveston, au point de négliger tous ses autres devoirs, y compris ses devoirs envers sa jeune épouse. Lors du couronnement d'Édouard et Isabelle à Westminster en février 1308, à peine quelques semaines après le mariage, le scandale a éclaté au grand jour. Gaveston avait été chargé de porter la couronne de Saint-Édouard lors de la procession, un honneur habituellement réservé aux plus grands nobles du royaume. Les tentures de la salle du banquet étaient décorées aux armes de Gaveston plutôt qu'aux armes royales. Et pendant le festin qui a suivi, Édouard a passé tout son temps à converser avec Gaveston, ignorant complètement Isabelle qui était assise à ses côtés. Les oncles d'Isabelle, qui avaient accompagné la jeune mariée en Angleterre, étaient scandalisés. Ils sont repartis en France avec des récits furieux de l'humiliation infligée à la fille de leur roi. Philippe le Bel lui-même a envoyé des protestations diplomatiques, exigeant que son gendre traite sa fille avec le respect dû à une reine. Ainsi commençait le mariage d'Isabelle de France et d'Édouard II d'Angleterre. Pour une jeune fille de 12 ans, arrachée à sa famille et à son pays pour être mariée à un étranger, découvrir dès le premier jour que son époux lui préférait un autre devait être dévastateur. Mais Isabelle était la fille de Philippe le Bel. Elle avait appris à attendre, à observer, à survivre. Elle allait avoir besoin de toutes ses compétences dans les années à venir. Pierre Gaveston était né en Gascogne, cette région du sud-ouest de la France qui appartenait à la couronne anglaise. Son père avait été un serviteur loyal du roi Édouard Ier, et le jeune Pierre avait été placé dans la maison du prince de Galles comme compagnon d'enfance. C'était une pratique courante à l'époque, les fils de nobles servaient dans les maisons royales, recevant éducation et connexion en échange de leurs services. Mais la relation entre Pierre et le jeune Édouard avait dépassé de loin les limites de l'amitié conventionnelle. Les chroniqueurs de l'époque utilisent des termes variés pour décrire leurs liens, frères d'armes, amis intimes, favoris. Certains sont plus explicites, suggérant une relation contre nature. Le moine de Malmesbury écrit qu'Édouard aimait passionnément un certain Gascon et que leur relation scandalisait le royaume. Ce qui est indéniable, c'est qu'Édouard était incapable de résister à Gaveston. Dès qu'il est monté sur le trône, il a rappelé Gaveston de l'exil où son père l'avait envoyé et l'a comblé d'honneurs extraordinaires. Le titre de comte de Cornouailles, l'un des plus prestigieux du royaume. Le mariage avec Margaret de Clare, une nièce du roi et l'une des héritières les plus riches d'Angleterre. Des terres, des châteaux, des revenus qui faisaient de Gaveston l'un des hommes les plus puissants du pays. Les barons anglais, qui avaient déjà détesté l'arrogance de Gaveston du temps du vieux roi,
était maintenant furieux. Cet étranger, ce Gascon de naissance modeste, se pavanait dans des soieries et des bijoux, donnait des surnoms moqueurs aux grands nobles du royaume, et semblait exercer un pouvoir total sur le roi. Thomas de Lancaster, le cousin du roi et le plus puissant des barons, l'appelait ce voleur. Guy de Warwick, un autre grand seigneur, était surnommé par Gaveston le chien de Warwick, une insulte qu'il n'oublierait jamais. Pour Isabelle, la situation était intolérable. Elle était reine d'Angleterre, fille du roi le plus puissant d'Europe, et elle était traitée comme une intruse dans son propre mariage. Édouard passait tout son temps avec Gaveston, lui confiant les affaires du royaume, partageant ses repas et probablement sa couche, tandis qu'Isabelle était reléguée à un rôle purement cérémoniel. Les premières années du mariage ont été marquées par une lutte constante entre le roi et ses barons au sujet de Gaveston. En 1308, les barons ont forcé Édouard à exiler son favori. Gaveston a été envoyé en Irlande comme lieutenant du roi, une position prestigieuse mais qui l'éloignait de la cour. Édouard était inconsolable, écrivant des lettres passionnées à son ami et complotant son retour. En 1309, Gaveston était de retour en Angleterre, plus arrogant que jamais. Les barons ont de nouveau exigé son exil. Édouard a de nouveau cédé, pour de nouveau faire revenir son favori dès que possible. Ce cycle s'est répété plusieurs fois, chaque retour de Gaveston provoquant une nouvelle crise politique. Isabelle, pendant ce temps, essayait de trouver sa place dans cette cour chaotique. Elle était intelligente, cultivée, diplomate. Elle entretenait de bonnes relations avec les barons quand elle le pouvait, jouant le rôle de médiatrice entre son mari et ses sujets mécontents. Elle correspondait régulièrement avec son père, le tenant informé des affaires d'Angleterre et servant peut-être d'agent d'influence français à la cour anglaise. Mais sa position restait précaire. Tant que Gaveston dominait le cœur d'Édouard, Isabelle était marginalisée. Et les barons, malgré leur sympathie pour la jeune reine, étaient impuissants à changer la situation sans recourir à des mesures extrêmes. Ces mesures extrêmes sont arrivées en 1312. Les barons, excédés par le dernier retour de Gaveston, ont décidé de prendre les choses en main. Une coalition menée par Thomas de Lancaster et Guy de Warwick a traqué Gaveston, qui s'était réfugié dans le château de Scarborough. Après un siège bref, Gaveston s'est rendu, ayant reçu des promesses de procès équitable. Ces promesses n'ont pas été tenues. Warwick, l'homme que Gaveston avait surnommé le chien, a capturé le favori et l'a emmené à son château. Le lendemain, sur une colline appelée Blacklow Hill, Gaveston a été sommairement exécuté. 2 hommes de Galles lui ont tranché la tête pendant qu'un noble anglais regardait. La nouvelle de la mort de Gaveston a provoqué chez Édouard un effondrement émotionnel. Le roi a pleuré, hurlé, juré vengeance contre les meurtriers de son ami. Il a fait ramener le corps à King's l'Anglais et l'a veillé pendant des mois, refusant de le faire enterrer, comme s'il ne pouvait pas accepter la réalité de cette perte. Pour Isabelle, la mort de Gaveston aurait pu être une libération. Son rival était parti, et peut-être, enfin, son mari se tournerait-il vers elle. Et en effet, les années qui ont suivi la mort de Gaveston ont vu un rapprochement entre les époux royaux. Isabelle a donné naissance à son premier enfant, le futur Édouard III, en 1312. 3 autres enfants suivraient, John en 1316, Éléanore en 1318, et Joanne en 1321. Mais le répit n'a été que temporaire. Édouard, apparemment, ne pouvait pas fonctionner sans un favori sur lequel s'appuyer. Et les nouveaux favoris qui allaient bientôt émerger seraient encore pires que Gaveston. Les années entre la mort de Gaveston en 1312 et l'ascension des Despensés vers 1318 à 1320 ont été une période de relative tranquillité pour Isabelle. Elle a rempli son devoir de reine en donnant des héritiers au royaume. Elle a accompagné son mari dans ses déplacements, présidé les cérémonies royales, intercédé auprès de lui en faveur de divers solliciteurs. Elle était, en apparence, une reine modèle. Mais les tensions sous la surface restaient palpables. Édouard n'avait jamais vraiment pardonné au baron le meurtre de Gaveston. Thomas de Lancaster, le principal responsable, était devenu l'ennemi juré du roi. Le royaume était divisé entre les partisans du roi et ceux de Lancaster, une division qui menaçait de dégénérer en guerre civile ouverte. Isabelle, avec son instinct politique aiguisé, tentait de maintenir des relations avec les 2 camps. Elle correspondait avec Lancaster, essayant de modérer son opposition. Elle conseillait son mari, lui suggérant des compromis qui pourraient apaiser les barons sans sacrifier l'autorité royale. Mais Édouard était un homme obstiné et rancunier, incapable de la souplesse politique qui aurait pu sauver son règne. Le désastre de Bannockburn en 1314 a encore affaibli la position d'Édouard. Cette bataille contre les Écossais, menée par Robert the Bruce, s'est soldée par une défaite catastrophique pour les Anglais. L'armée royale a été anéantie, de nombreux nobles ont été tués ou capturés, et le roi lui-même a dû fuir honteusement le champ de bataille. C'était un coup terrible pour le prestige royal, une humiliation qui confirmait l'incompétence militaire d'Édouard aux yeux de ses sujets. Isabelle était présente en Angleterre pendant la campagne de Bannockburn,
et elle a dû subir l'humiliation de la défaite avec le reste de la cour. Une anecdote révélatrice raconte qu'après la bataille, alors qu'elle fuyait vers le sud avec sa suite, elle s'est retrouvée si démunie de ressources qu'elle a dû emprunter de l'argent à des monastères pour payer son voyage. La reine d'Angleterre, réduite à la mendicité, c'était un symbole éloquent de l'état du royaume. Les années suivantes ont été marquées par des famines, des épidémies et des conflits constants entre le roi et ses barons. Édouard, privé de Gaveston, semblait perdu, incapable de gouverner efficacement. Il oscillait entre des tentatives de vengeance contre les meurtriers de son favori et des compromis humiliants imposés par les barons. Son autorité s'effritait, et avec elle, le respect que ses sujets lui portaient. Isabelle, pendant cette période, a développé ses propres réseaux de pouvoir et d'influence. Elle s'est entourée de serviteurs loyaux, a acquis des propriétés et des revenus qui lui donnaient une indépendance économique. Elle a cultivé des amitiés parmi les nobles et les prélats, se construisant une réputation de reine sage et pieuse. Elle attendait, observait, accumulait du pouvoir pour le jour où elle en aurait besoin. Ce jour approchait, car de nouveaux favoris étaient en train d'émerger à la cour, des hommes qui allaient pousser Isabelle au-delà de toute limite de tolérance. Les Despensés, père et fils, étaient une famille de nobles Anglais ambitieux. Hugh le Despensé le père était un vétéran de la politique, un homme rusé qui avait survécu à de nombreux retournements de fortune. Son fils, Hugh le Despensé le jeune, était beau, charmant et totalement dénué de scrupules. Ensemble, ils allaient exercer sur Édouard II une emprise encore plus destructrice que celle de Gaveston. Hugh le jeune était devenu un favori du roi vers 1318, et très rapidement, son ascension avait pris des proportions alarmantes. Contrairement à Gaveston, qui était surtout arrogant et vaniteux, les Despensés étaient avidement acquisitifs. Ils ont utilisé leur influence sur le roi pour accumuler des terres, des titres, des richesses, souvent par des moyens ouvertement illégaux. Leur victime principale étaient les nobles des Marches galloises, cette région frontalière entre l'Angleterre et le pays de Galles. Les Despensés ont dépouillé des familles entières de leurs héritages, emprisonné ceux qui résistaient, confisqué des domaines sous des prétextes juridiques douteux. Leur rapacité a créé une coalition de barons furieux, menée par Roger Mortimer de Wigmore, un seigneur des Marches dont la famille était depuis des générations l'ennemi des Despensés. En 1321, cette coalition a forcé Édouard à exiler les Despensés. Mais comme avec Gaveston, l'exil n'a été que temporaire. En 1322, le roi a lancé une campagne militaire contre les barons rebelles. À la bataille de Boroughbridge, les forces royales ont vaincu l'armée de Lancaster. Le comte lui-même a été capturé et décapité, une exécution sommaire qui vengeait Gaveston après 10 ans. Avec la défaite de Lancaster, Édouard et les Despensés étaient triomphants. Ils ont procédé à une purge impitoyable de leurs ennemis. Des nobles ont été exécutés, emprisonnés, dépouillés de leurs biens. Roger Mortimer a été capturé et enfermé à la Tour de Londres. Le royaume était maintenant sous le contrôle absolu du roi et de ses favoris. Et Isabelle? Elle était sur le point de devenir la prochaine victime des Despensés. Si Pierre Gaveston avait été une humiliation pour Isabelle, Hugh le Despensé le jeune allait être une torture. Ce nouveau favori n'était pas simplement un rival pour l'affection du roi. C'était un ennemi actif qui cherchait délibérément à détruire la reine. La nature de la relation entre Édouard et Hugh le jeune fait l'objet des mêmes débats que celle entre Édouard et Gaveston. Certains historiens y voient une relation homosexuelle, d'autres une amitié intense exacerbée par la personnalité dépendante du roi. Ce qui est certain, c'est qu'Édouard était aussi obsédé par Hugh le jeune qu'il l'avait été par Gaveston, peut-être même davantage. Mais Hugh le jeune était un animal politique d'une autre espèce que Gaveston. Là où Gaveston était simplement arrogant et imprévoyant, Hugh était calculateur et méthodique dans sa quête de pouvoir. Il comprenait que tant qu'Isabelle restait en position d'influence, elle représentait une menace pour lui. Une reine pouvait donner des conseils au roi, intercéder en faveur des ennemis de Hugh, potentiellement retourner Édouard contre son favori. Hugh a donc entrepris de détruire systématiquement la position d'Isabelle. Il a commencé par l'isoler de ses alliés à la cour. Les serviteurs français de la reine ont été renvoyés et remplacés par des espions des Despensés. Les nobles qui étaient proches d'Isabelle ont été écartés ou, s'ils résistaient, arrêtés et emprisonnés. Puis Hugh s'est attaqué aux ressources économiques d'Isabelle. Les revenus de la reine, tirés des domaines qui lui avaient été attribués lors de son mariage, ont été réduits drastiquement. Ses propriétés ont été confisquées et transférées aux Despensés ou à leurs alliés. Isabelle, reine d'Angleterre, s'est retrouvée presque sans ressources, dépendante de la charité du roi pour ses besoins quotidiens. L'humiliation la plus grave est venue en 1324, quand Édouard a confisqué les domaines d'Isabelle sous prétexte qu'elle était une ennemie potentielle. La France et l'Angleterre étaient alors en conflit au sujet de la Gascogne, et Édouard, poussé par les Despensés, a traité sa propre épouse comme une espionne étrangère. Ses terres ont été saisies, ses serviteurs français arrêtés,
et elle a été placée sous une forme de surveillance qui ressemblait fort à une assignation à résidence. Cette situation était intolérable pour une femme de la fierté et de l'éducation d'Isabelle. Elle était née princesse royale de France, fille du roi le plus puissant d'Europe. Elle avait été humiliée par les favoris de son mari, ignorée pendant des années, et maintenant, elle était traitée comme une criminelle dans son propre royaume. La rage qu'elle devait ressentir ne peut être qu'imaginée. Mais Isabelle était trop intelligente pour agir impulsivement. Elle a continué à jouer le rôle de l'épouse soumise, dissimulant ses véritables sentiments derrière un masque de résignation pieuse. Elle attendait une opportunité, et cette opportunité allait bientôt se présenter. Le conflit entre la France et l'Angleterre au sujet de la Gascogne nécessitait des négociations diplomatiques. Édouard, occupé par les affaires du royaume et peu enclin au voyage, cherchait quelqu'un pour le représenter en France. Les Despensés, qui craignaient de laisser le roi seul, ne voulaient pas partir eux-mêmes. La solution semblait évidente, envoyer Isabelle. C'était une décision fatale. Les Despensés ont probablement pensé qu'Isabelle, affaiblie et isolée, serait une négociatrice docile qui ferait ce qu'on lui dirait. Ils ont gravement sous-estimé la fille de Philippe le Bel. En mars 1325, Isabelle a quitté l'Angleterre pour la France. Elle ne reviendrait pas avant 18 mois, et quand elle reviendrait, ce serait à la tête d'une armée d'invasion. Quand Isabelle a débarqué en France au printemps 1325, elle a été accueillie comme la princesse royale qu'elle n'avait jamais cessé d'être. Son frère Charles IV, le dernier des fils de Philippe le Bel encore en vie, régnait maintenant sur la France. Il a reçu sa sœur avec tous les honneurs dus à son rang, lui offrant des appartements somptueux, des serviteurs nombreux, et surtout, quelque chose qu'elle n'avait plus connu depuis des années, le respect. La mission officielle d'Isabelle était de négocier un règlement du conflit gascon. La Gascogne, ce duché du sud-ouest de la France, appartenait au roi d'Angleterre, mais celui-ci devait théoriquement rendre hommage au roi de France pour ce territoire. Édouard II avait refusé de faire ce voyage humiliant, et les relations entre les deux royaumes s'étaient détériorées jusqu'au point de rupture. Isabelle s'est acquittée de sa mission avec une habileté diplomatique remarquable. Elle a négocié un traité qui permettait de sauver la face des deux côtés. La Gascogne resterait anglaise, mais le jeune prince Édouard, fils aîné d'Isabelle et héritier du trône anglais, viendrait en France pour rendre hommage à son oncle au nom de son père. C'était une solution élégante, et Édouard II l'a acceptée. En septembre 1325, le jeune prince Édouard, âgé de 12 ans, a rejoint sa mère en France. Il a rendu hommage à Charles IV et tout semblait réglé. Mais Isabelle n'avait aucune intention de retourner en Angleterre. Elle avait maintenant ce qu'elle voulait, la liberté, les ressources de la cour de France, et surtout, son fils, l'héritier du trône, sous son contrôle direct. Les mois suivants ont vu une transformation remarquable d'Isabelle. La reine soumise et humiliée s'est métamorphosée en une figure de défi ouvert. Elle a refusé les ordres répétés de son mari de rentrer en Angleterre. Elle a commencé à tenir une cour rivale à Paris, attirant les exilés anglais qui avaient fui la tyrannie des Despensés. Elle a ouvertement dénoncé les favoris de son mari, les accusant de l'avoir séparé de son époux et de détruire le royaume. C'est à cette époque qu'Isabelle a prononcé l'une des phrases les plus célèbres de sa vie. Interrogée sur pourquoi elle refusait de retourner auprès de son mari, elle aurait répondu « Je sens que le mariage est une union entre un homme et une femme, et que l'on garde la foi de ce lien. Mais quelqu'un s'est interposé entre mon mari et moi, et essaie de briser ce lien. Je déclare que je ne reviendrai pas jusqu'à ce que cet intrus soit écarté, mais que, une fois débarrassé de cet intrus, je reviendrai avec plaisir auprès de mon mari. » C'était une accusation publique dévastatrice, une dénonciation à peine voilée de la nature de la relation entre Édouard et Hugh le Despensé. Isabelle jouait la carte de l'épouse vertueuse séparée de son mari par un rival immoral. C'était un coup de maître de relations publiques qui lui a gagné la sympathie de nombreux observateurs européens. Mais Isabelle faisait plus que de la propagande. Elle préparait une révolution, et pour cela, elle avait besoin d'un partenaire. Elle l'a trouvé en la personne de Roger Mortimer. Roger Mortimer de Wigmore était l'un des barons les plus puissants des Marches galloises avant sa chute. Il avait été l'un des leaders de la rébellion de 1321 à 1322 contre les Despensés, et après la défaite de Boroughbridge, il avait été capturé et emprisonné à la Tour de Londres. En 1323, dans un exploit extraordinaire, il s'était échappé de la tour, probablement avec l'aide de complices à l'intérieur, et avait fui en France. Mortimer était tout ce qu'Édouard II n'était pas, un guerrier accompli, un chef charismatique, un homme d'action. Il était aussi beau, cultivé, et consumé par une haine brûlante pour les Despensés qui avaient détruit sa famille. Quand il a rencontré Isabelle à la cour de France, l'attraction a été immédiate et puissante. Les historiens débattent encore sur le moment exact où Isabelle et Mortimer sont devenus amants. Certains pensent que leur relation a commencé dès leur première rencontre en 1325. D'autres suggèrent qu'ils sont restés platoniques pendant un certain temps, leur intimité se développant progressivement.
Ce qui est certain, c'est qu'à partir de 1326, ils étaient inséparables, et que leur relation était de notoriété publique. Pour une reine médiévale, prendre un amant était un acte extraordinairement dangereux. L'adultère royal était considéré comme une forme de trahison, car il risquait de compromettre la lignée dynastique. Les précédentes reines accusées d'adultère avaient été exécutées ou enfermées à vie. Isabelle prenait un risque énorme en s'affichant avec Mortimer. Mais Isabelle avait manifestement décidé qu'elle n'avait plus rien à perdre. Son mariage était mort, son mari la haïssait, les Despensés voulaient sa destruction. Mortimer lui offrait ce dont elle avait besoin, la force militaire, l'expérience politique, et peut-être aussi l'affection et le respect qu'Édouard lui avait toujours refusé. Ensemble, Isabelle et Mortimer ont commencé à planifier l'invasion de l'Angleterre. Mais ils se heurtaient à un problème majeur, ils n'avaient pas d'armée. Charles IV, malgré sa sympathie pour sa sœur, n'était pas disposé à lui fournir des troupes françaises pour envahir l'Angleterre. Une telle intervention aurait déclenché une guerre ouverte entre les deux royaumes, avec des conséquences imprévisibles. La solution est venue d'une source inattendue, le comté de Hainaut, une petite principauté située dans ce qui est aujourd'hui la Belgique. Le comte Guillaume de Hainaut était un noble ambitieux qui cherchait à élever le statut de sa famille. Isabelle lui a proposé un marché irrésistible. En échange de troupes et de financement pour son invasion, elle fiancerait son fils Édouard à Philippa, la fille du comte. C'était une offre extraordinaire. Le jeune Édouard était l'héritier présomptif du trône d'Angleterre. Si l'invasion réussissait, Philippa de Hainaut deviendrait un jour reine d'Angleterre. Pour une famille de la petite noblesse impériale, c'était une élévation vertigineuse. Guillaume a accepté. Il a fourni à Isabelle environ 700 hommes d'armes, des mercenaires professionnels commandés par son frère Jean de Hainaut. Ce n'était pas une grande armée, mais c'était suffisant pour commencer. Les mois qui ont précédé l'invasion ont été une période d'activité fébrile. Isabelle et Mortimer ont rassemblé des navires, recruté des exilés anglais, collecté des fonds par tous les moyens possibles. Ils ont envoyé des agents secrets en Angleterre pour préparer le terrain, contacter les nobles mécontents, évaluer l'état des défenses royales. Le 23 septembre 1326, la petite flotte d'invasion a mis à la voile depuis le port de Dordrecht, en Hollande. À son bord se trouvaient Isabelle, le prince Édouard, Mortimer, Jean de Hainaut et environ 1500 soldats. Destination, la côte orientale de l'Angleterre. Le voyage a été périlleux. Les navires ont essuyé des tempêtes, et certains se sont égarés. Mais le 24 septembre, la flotte a finalement jeté l'ancre dans l'estuaire de l'Orwell, dans le Suffolk. Isabelle de France était de retour en Angleterre, et elle venait reprendre ce qui y appartenait. Le débarquement d'Isabelle a eu lieu près du village de Walton-on-the-Naze, sur la côte de l'Essex. C'était un moment chargé de tension et d'incertitude. La petite armée d'invasion ne savait pas quel accueil elle recevrait. Édouard II disposait théoriquement de ressources militaires bien supérieures. Si les nobles anglais restaient loyaux au roi, l'invasion serait écrasée en quelques semaines. Mais dès les premiers jours, il est devenu évident que le royaume attendait Isabelle comme une libératrice. Le premier noble à la rejoindre a été Henri de Lancastre, frère du comte Thomas qui avait été exécuté par Édouard en 1322. Henri brûlait de venger son frère et de détruire les Despensés. Il a amené avec lui un contingent significatif de chevaliers et d'hommes d'armes. Puis d'autres nobles sont arrivés. Les évêques d'Ely, de Lincoln, de Hereford ont rallié Isabelle, apportant avec eux la légitimité de l'Église. Des barons des quatre coins du royaume ont abandonné le roi pour rejoindre la reine. Même des hommes qui avaient été loyaux à Édouard pendant des années ont changé de camp, horrifiés par l'avidité des Despensés et l'incompétence du roi. L'armée d'Isabelle a grossi de jour en jour. De 1500 hommes au débarquement, elle est passée à plusieurs milliers en quelques semaines. C'était moins une campagne militaire qu'un soulèvement national. Le royaume entier semblait se lever contre Édouard II et ses favoris. Isabelle a marché vers l'ouest, en direction de Londres. Elle avait choisi sa stratégie avec soin, elle ne se présentait pas comme une usurpatrice venant renverser le roi légitime. Elle se présentait comme une épouse loyale et une mère protectrice, venue libérer son mari de l'emprise néfaste des Despensés. C'était une fiction transparente, mais elle permettait aux nobles de rejoindre sa cause sans trahir ouvertement leur serment au roi. Édouard II, pendant ce temps, était paralysé par l'indécision et la panique. Quand il a appris le débarquement d'Isabelle, il se trouvait à Londres avec les Despensés. Ils ont tenté de lever une armée pour s'opposer à l'invasion, mais personne ne répondait à leurs appels. Les nobles restaient chez eux, attendant de voir comment les événements tourneraient. Les milices urbaines refusaient de marcher contre la reine. Face à cette désertion générale, Édouard a pris une décision fatale, il a fui. Le 2 octobre, le roi et les Despensés ont quitté Londres en direction de l'ouest, emportant le trésor royal et espérant trouver refuge dans les domaines des Despensés au pays de Galles. Leur fuite a scellé leur destin. Londres, abandonnée par le roi, a ouvert ses portes à Isabelle.
La populace s'est soulevée contre les partisans des despensés, les traquant dans les rues, les massacrant sans pitié. L'évêque d'Exeter, Walter Stapledon, un allié des favoris, a été décapité par la foule dans Cheapside. Sa tête a été envoyée à Isabelle comme un trophée. Isabelle est entrée dans Londres en triomphe, accueillie par les acclamations de la population. Elle a pris le contrôle du gouvernement, nommant ses partisans aux postes clés, confisquant les biens des despensés. Mais elle n'avait pas l'intention de s'arrêter là. Le roi et ses favoris couraient toujours, et tant qu'ils étaient libres, ils représentaient une menace. La chasse a commencé. Les forces d'Isabelle se sont lancées à la poursuite d'Édouard à travers le pays de Galles. Le roi fuyait de château en château, cherchant désespérément des alliés, des navires pour s'enfuir en Irlande, n'importe quelle issue de secours. Mais partout où il allait, les portes se fermaient devant lui. Personne ne voulait risquer sa vie pour un roi abandonné. Hugh le Despensé le père a été le premier à tomber. Cet homme de plus de 70 ans, qui avait servi 4 rois d'Angleterre, a été capturé à Bristol. La ville s'était rendue à Isabelle sans combat, et le vieux Despensé avait été livré par ses propres défenseurs. Son procès, si on peut l'appeler ainsi, a été une simple formalité. Il a été condamné pour trahison et exécuté le 27 octobre 1326. L'exécution de Hugh le père a été un avant-goût de ce qui attendait son fils. Le vieil homme a été pendu, puis décroché encore vivant. Il a été éviscéré et émasculé devant une foule hurlante. Ses entrailles ont été brûlées sous ses yeux avant qu'il ne soit finalement décapité et découpé en quartiers. C'était un spectacle d'une cruauté délibérée, un message adressé à tous ceux qui avaient osé s'opposer à Isabelle. Édouard et Hugh le jeune ont continué à fuir, mais leurs options se réduisaient d'heure en heure. Le 16 novembre, ils ont été capturés près de Lantrizan, au pays de Galles, par des hommes de Henri de Lancastre. Le roi d'Angleterre, le souverain oint de Dieu, était maintenant un prisonnier. Hugh le Despensé le jeune a été amené à Hereford pour son procès. Isabelle était présente, et on peut imaginer la satisfaction glaciale qu'elle a dû ressentir en voyant son ennemi enchaîné et humilié devant elle. Hugh a été condamné pour une liste interminable de crimes, trahison, corruption, accaparement du pouvoir royal, et peut-être même sodomie avec le roi, bien que cette accusation n'ait pas été explicitement mentionnée. L'exécution de Hugh le jeune, le 24 novembre 1326, a été l'une des plus horribles de l'histoire médiévale anglaise. Il a été traîné dans les rues de Hereford, attaché à une clé derrière des chevaux. Arrivé au lieu d'exécution, il a été pendu à une potence haute de 50 pieds, assez haut pour que toute la foule puisse voir. Puis il a été descendu, encore vivant. Ce qui a suivi dépasse l'imagination moderne. Hugh a été attaché à une échelle, complètement nu. Son sexe a été tranché et jeté au feu sous ses yeux. Puis son ventre a été ouvert et ses entrailles arrachées, toujours vivant, toujours conscient. Son cœur a été découpé de sa poitrine et brûlé. Finalement, miséricordieusement, il a été décapité, et son corps a été découpé en 4 morceaux envoyés aux 4 coins du royaume. Cette exécution d'une cruauté inouïe a choqué même les contemporains, habitués pourtant aux violences de leur époque. Mais pour Isabelle, c'était la justice. Cet homme l'avait humilié, dépouillé, torturé psychologiquement pendant des années. Sa mort, aussi horrible fût-elle, était la juste récompense de ses crimes. Restait le problème du roi lui-même. Édouard II était prisonnier, mais il était toujours roi. Que faire de lui? Édouard II a été emprisonné d'abord au château de Kenilworth, une forteresse appartenant à Henri de Lancastre. Il y a été traité avec une certaine dignité, bénéficiant de serviteurs et de conforts adaptés à son rang. Mais sa situation était désespérée. Il n'avait plus d'alliés, plus de ressources, plus d'espoir. Isabelle et Mortimer faisaient face à un dilemme constitutionnel inédit. Jamais dans l'histoire anglaise un roi n'avait été déposé de son vivant. Les précédents de déposition royale étaient rares et controversés. Comment pouvait-on retirer la couronne à un souverain oint de Dieu? La solution qu'ils ont trouvée était ingénieuse, bien que de légalité douteuse. En janvier 1327, un parlement a été convoqué à Westminster. Ce parlement a déclaré qu'Édouard II était inapte à régner, énumérant une longue liste de griefs. Il avait laissé les favoris gouverner à sa place, il avait perdu l'Écosse, il avait opprimé l'Église et la noblesse, il avait violé son serment de couronnement. Mais le Parlement n'a pas formellement déposé Édouard. Au lieu de cela, une délégation a été envoyée à Kenilworth pour demander au roi d'abdiquer volontairement en faveur de son fils. La délégation comprenait des évêques, des nobles, des représentants des communes. Ils ont présenté à Édouard un choix qui n'en était pas vraiment un, abdiquer et permettre à son fils de régner, ou refuser et voir la couronne passer à quelqu'un d'autre que sa lignée. Face à cette menace à peine voilée, Édouard a cédé. Le 20 janvier 1327, il a formellement renoncé à la couronne d'Angleterre en faveur de son fils, qui est devenu Édouard III. C'était la première abdication d'un roi anglais,
un précédent qui serait invoqué plus tard lors de la déposition de Richard II en 1399. Mais l'abdication ne résolvait pas le problème fondamental, que faire d'un ex-roi vivant? Édouard représentait un danger permanent pour le nouveau régime. Tant qu'il vivait, il pouvait devenir le point de ralliement de tous les mécontents, le prétexte pour des rébellions et des guerres civiles. La solution évidente, pour les esprits pragmatiques de l'époque, était de le faire mourir. Après l'abdication, Édouard a été transféré du confortable Kenilworth au sinistre château de Berkeley, dans le Gloucestershire. Ce château appartenait à Thomas de Berkeley, un partisan de Mortimer dont le père était mort en prison sur ordre des Despensés. Berkeley avait des raisons personnelles de haïr Édouard et peu de scrupules à le maltraiter. Les conditions de détention d'Édouard à Berkeley étaient apparemment dures. Certaines chroniques parlent de privation, de mauvais traitements, de tentatives de le faire mourir de maladie. Mais Édouard, malgré son image de faible, avait une constitution robuste. Il refusait obstinément de mourir. Au cours de l'été 1327, il y a eu au moins 2 tentatives de libérer Édouard. Des partisans du roi déchu ont approché Berkeley, espérant l'aider à s'évader. Ces tentatives ont échoué, mais elles ont alarmé Isabelle et Mortimer. Chaque jour que vivait Édouard était un jour de danger. Puis, le 21 septembre 1327, Édouard II est mort au château de Berkeley. La cause officielle de sa mort était une maladie naturelle. Mais les rumeurs d'assassinat ont commencé à circuler presque immédiatement. La rumeur la plus célèbre, et la plus horrible, est celle du tisonnier brûlant. Selon cette version, les geôliers d'Édouard auraient introduit un tisonnier chauffé au rouge dans son rectum, le tuant de l'intérieur sans laisser de marques extérieures sur le corps. C'était, si l'on en croit la rumeur, une punition symbolique pour ses relations homosexuelles présumées. Cette histoire est rapportée par plusieurs chroniqueurs du XIVe siècle, mais sa véracité est impossible à établir. Le corps d'Édouard a été montré publiquement à plusieurs reprises avant ses funérailles, et aucun témoin n'a noté de signes de violence. Cela ne prouve rien dans un sens ou dans l'autre, le tisonnier brûlant aurait effectivement pu tuer sans laisser de traces visibles. D'autres théories sur la mort d'Édouard ont été proposées. Certains historiens pensent qu'il a été étouffé ou étranglé. D'autres suggèrent qu'il est effectivement mort de maladie, son corps affaibli par des mois de mauvais traitements. Une théorie plus exotique, défendue par certains chercheurs modernes, suggère qu'Édouard n'est pas mort du tout à Berkeley, mais qu'il s'est évadé et a vécu le reste de sa vie en exil sur le continent. Cette dernière théorie repose sur une lettre connue sous le nom de lettre de Fieschi, découverte au XIXe siècle dans les archives du Vatican. Cette lettre, prétendument écrite par un évêque italien, raconte qu'Édouard se serait échappé de Berkeley, aurait erré à travers l'Europe, et serait finalement mort ermite en Italie. La plupart des historiens considèrent cette lettre comme un faux ou une confusion, mais le débat continue. Quelle que soit la vérité sur sa mort, Édouard II a été enterré avec les honneurs royaux à l'abbaye de Gloucester en décembre 1327. Sa tombe est devenue un lieu de pèlerinage, les fidèles attribuant des miracles à son intercession. Il y a même eu des tentatives de le faire canoniser comme saint et martyr, bien que l'Église n'ait jamais donné suite. Pour Isabelle, la mort de son mari représentait la fin d'un chapitre et le début d'un autre. Elle était maintenant la mère du roi, régente de facto de l'Angleterre, et la femme la plus puissante d'Europe. Mais le pouvoir qu'elle avait si chèrement conquis allait se révéler plus difficile à conserver qu'à acquérir. Les années de la régence d'Isabelle, de 1327 à 1330, ont été une période de pouvoir presque absolu pour la reine et son amant. Officiellement, le jeune Édouard III régnait, mais en pratique, Isabelle et Mortimer prenaient toutes les décisions importantes. Ils contrôlaient l'accès au roi, nommaient les ministres, dirigeaient la politique étrangère et intérieure. Dans les premiers temps, leur gouvernement a été relativement populaire. Ils ont mis fin à certains des abus les plus criants de l'époque des Despensés, restauré les propriétés confisquées, libéré les prisonniers politiques. Ils ont négocié un traité de paix avec la France qui mettait fin au conflit gascon. Ils ont tenté, sans succès, de résoudre le problème écossais. Mais progressivement, le comportement d'Isabelle et Mortimer est devenu indistinguable de celui des favoris qu'ils avaient renversés. Mortimer, en particulier, s'est montré aussi avide et arrogant que Hugh le Despensé avant lui. Il a accumulé des terres et des titres, se faisant créer comte de Marche, un titre inédit dans la noblesse anglaise. Il a traité les autres nobles avec mépris, s'entourant d'une garde personnelle comme s'il était lui-même roi. Isabelle, de son côté, a amassé une fortune personnelle colossale. Les revenus des domaines royaux, les confiscations des biens des Despensés, les profits du commerce, tout s'accumulait dans ses coffres. Elle vivait dans un luxe ostentatoire, s'entourant de bijoux, de soieries, de serviteurs innombrables. La reine qui s'était plainte de la pauvreté sous les Despensés était devenue l'une des femmes les plus riches d'Europe. Cette avidité a rapidement aliéné les nobles qui avaient soutenu l'invasion de 1326. Henri de Lancastre, le premier à avoir rallié Isabelle, s'est retourné contre elle dès 1328.
d'autres l'ont suivi, formant une opposition de plus en plus vocale. Mais Mortimer a réprimé cette opposition avec brutalité. Le comte de Kent, oncle du jeune roi, a été exécuté en 1330 pour avoir prétendument comploté la libération d'Édouard II, qu'il croyait encore vivant. Cette exécution a été un tournant. Le comte de Kent était un prince de sang royal, et sa mort sur ordre de Mortimer a choqué la noblesse. Même les partisans les plus fidèles d'Isabelle ont commencé à se demander si elle n'avait pas échangé un tyran contre un autre. Et puis il y avait Édouard III lui-même. Le jeune roi grandissait, et avec l'âge venait la conscience de sa propre impuissance. Il était roi d'Angleterre, mais il ne régnait pas. Sa mère et son amant prenaient toutes les décisions en son nom, le traitant comme un enfant alors qu'il était maintenant un adolescent capable. L'humiliation était d'autant plus grande que tout le monde savait qu'Isabelle et Mortimer étaient amants, une situation scandaleuse qui rejaillissait sur l'honneur du roi. En octobre 1330, Édouard III avait 17 ans. C'était l'âge auquel les rois médiévaux étaient généralement considérés comme aptes à gouverner seuls. Mais Isabelle et Mortimer ne montraient aucune intention de lui céder le pouvoir. Mortimer, en particulier, semblait de plus en plus mégalomane, se comportant comme si le trône lui appartenait de droit. Édouard a décidé d'agir. Avec l'aide d'un petit groupe de nobles fidèles, dont William Montagu et Robert Huffort, il a ourdi un complot pour renverser Mortimer. Le plan était audacieux et dangereux, ils allaient capturer Mortimer dans le château de Nottingham, où la cour résidait, et le faire arrêter pour trahison. La nuit du 19 octobre 1330, les conspirateurs sont passés à l'action. Un passage secret dans les murs du château leur a permis d'entrer sans être détectés par les gardes de Mortimer. Ils ont fait irruption dans les appartements de la reine, où Mortimer dormait. Une bagarre violente a suivi, au cours de laquelle 2 gardes de Mortimer ont été tués. Mais Mortimer a été maîtrisé et enchaîné. Isabelle, réveillée par le tumulte, aurait supplié son fils d'épargner Mortimer. « Beau-fils, ayez pitié du gentil Mortimer » aurait-elle crié. Mais Édouard était implacable. Mortimer a été emmené à la Tour de Londres pour y attendre son procès. Ce procès a eu lieu un mois plus tard devant le Parlement. Mortimer a été accusé d'une longue liste de crimes, avoir usurpé le pouvoir royal, avoir causé la mort d'Édouard II, avoir exécuté le comte de Kent, avoir pillé le trésor royal, et d'autres charges encore. Il n'a pas été autorisé à se défendre, le Parlement déclarant que ces crimes étaient notoires et ne nécessitaient pas de preuves. Le 29 novembre 1330, Roger Mortimer a été pendu à Tyburn, le lieu d'exécution ordinaire des criminels de Londres. C'était une mort délibérément ignominieuse, sans les raffinements de torture réservés aux traîtres de haut rang. Mortimer était traité comme un criminel ordinaire, pas comme le grand seigneur qu'il avait prétendu être. Et Isabelle ? Son fils lui a épargné la vie. C'était, après tout, sa mère, et le régicide maternel aurait été un acte trop monstrueux même pour l'époque. Mais elle a été dépouillée de son pouvoir et de la plus grande partie de sa fortune. Elle a été assignée à résidence, d'abord dans divers châteaux, puis au château de Rising dans le Norfolk, où elle passerait le reste de sa vie. La louve de France était enfin en cage. Isabelle de France a vécu encore 28 ans après sa chute, mourant en 1358 à l'âge d'environ 63 ans. C'est une longévité remarquable pour l'époque, d'autant plus qu'elle avait traversé tant de traumatismes et de bouleversements. Sa vie à Castle Rising n'était pas une prison au sens strict. Elle jouissait d'une maison confortable, de serviteurs, de revenus suffisants pour vivre dignement. Elle recevait des visites, notamment de son fils Édouard III qui venait la voir plusieurs fois par an. Leur relation semble s'être améliorée avec le temps, le roi traitant sa mère avec respect et affection, même s'il ne lui a jamais rendu le pouvoir. Isabelle a utilisé ses années de retraite pour cultiver l'image d'une pénitente pieuse. Elle a rejoint l'ordre des Clarisses en tant que tertiaire, portant l'habit de l'ordre et observant certaines de ses règles. Elle a fait de généreuses donations au monastère et aux œuvres charitables. Elle s'est peut-être sincèrement repentie de certains de ses actes, ou peut-être jouait-elle simplement le rôle qu'on attendait d'une reine déchue. À sa mort, Isabelle a été enterrée dans l'église des franciscains de Londres, vêtue de son habit de tertiaire. Selon certaines sources, elle a demandé à être enterrée avec le cœur d'Édouard II sur sa poitrine, un détail romantique qui suggère peut-être qu'elle avait fini par ressentir quelque chose pour l'homme qu'elle avait détruit. Ou peut-être était-ce simplement un dernier geste de manipulation, une tentative de réécrire l'histoire de leur relation malheureuse. L'héritage d'Isabelle est profondément ambivalent. Pour ses détracteurs médiévaux et victoriens, elle était un monstre, une femme dénaturée qui avait trahi son mari, pris un amant, et peut-être ordonné un régicide. Le surnom de Louve de France, utilisé par les chroniqueurs hostiles, résume cette vision. Isabelle était une créature sauvage et dangereuse, une prédatrice sans morale. Cette image négative a été renforcée par la littérature et le théâtre. Christopher Marlowe, dans sa pièce Édouard II écrite vers 1592, présente Isabelle comme une intrigante cruelle et hypocrite.
Cette représentation a influencé les perceptions pendant des siècles. Mais les historiens modernes ont commencé à réviser ce jugement. Ils soulignent les circonstances extraordinaires dans lesquelles Isabelle a agi. Elle avait été humiliée pendant des années par un mari qui lui préférait ouvertement des favoris masculins. Elle avait été dépouillée de ses biens, séparée de ses enfants, traitée comme une espionne étrangère dans son propre royaume. Les Despensés avaient cherché sa destruction, et Édouard II n'avait rien fait pour la protéger. Dans ce contexte, la rébellion d'Isabelle peut être vue non pas comme une trahison gratuite, mais comme un acte de survie. Elle a fait ce qu'elle devait faire pour sauver sa propre vie et celle de ses enfants. Le fait qu'elle ait réussi, là où tant d'autres auraient échoué, témoigne de son intelligence, de son courage et de sa détermination. Certains auteurs modernes vont plus loin, présentant Isabelle comme une proto-féministe, une femme qui a refusé d'accepter le rôle passif que la société médiévale lui assignait. Cette interprétation est probablement anachronique, Isabelle n'avait pas de conscience féministe au sens moderne. Elle agissait dans le cadre des valeurs de son époque, cherchant le pouvoir et la vengeance plutôt que l'émancipation des femmes en général. Mais il est indéniable qu'Isabelle a accompli quelque chose d'extraordinaire. Elle a renversé un roi, gouverné un royaume, défié toutes les conventions de son époque. Qu'elle l'ait fait pour de bonnes ou de mauvaises raisons, elle a prouvé que les femmes pouvaient exercer le pouvoir aussi efficacement que les hommes, même dans une société qui leur refusait ce droit. Mais il est indéniable qu'Isabelle a accompli quelque chose d'extraordinaire. Elle a renversé un roi, gouverné un royaume, défié toutes les conventions de son époque. Qu'elle l'ait fait pour de bonnes ou de mauvaises raisons, elle a prouvé que les femmes pouvaient exercer le pouvoir aussi efficacement que les hommes, même dans une société qui leur refusait ce droit.